Ben bonjour officiellement. Là, on va commencer, puis si les autres se joignent à nous, ce sera tant mieux. Pour celles et ceux que je n'aurais peut-être pas déjà croisés, je m'appelle Marie-Hélène Dubé. Donc, bienvenue à ce premier webinaire de la série d'activités qui vous est proposée dans le cadre de l'accélérateur de la transition écologique. Donc, comme vous le savez, qui est un programme de la Ville de Québec qui est financé par la Ville et le gouvernement du Québec, mais coordonné par le FAQDD. Donc, c'est ça, on vous a préparé une petite programmation de différentes formations ateliers sur des sujets qu'on espère vous être utiles. Et puis donc, on commence aujourd'hui sur le financement et la pérennité du projet. Le webinaire comme tel, je sais que l'événement qui vous a été envoyé est d'une durée de 1 heure. Dans les faits, ça devrait être un peu plus court, probablement plus près de 45 minutes. On a une présentation d'environ une demi-heure, puis on vous réserve une période de questions d'une quinzaine de minutes. Ceci dit, le clavardage est accessible dans Teams. Donc, si jamais il y a des questions, vous avez peur d'oublier vos questions, quelque chose comme ça, ou aussi un problème technique ou peu importe, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage au besoin. Est-ce que tout le monde est à l'aise aussi avec la fonction de lever la main dans Teams? En haut, dans les options, vous pouvez lever la main pour demander la parole au besoin. Et vous devriez être en mesure d'ouvrir vos micros aussi sans trop de problèmes. Comme vous avez dû le voir là, avec un petit message au début, le webinaire est enregistré présentement parce qu'on va vous le rendre accessible sur le portail web de l'accélérateur auquel vous avez accès. On va vous envoyer un message pour vous dire quand c'est disponible. Ça devrait être dans à peu près une semaine, mais on va vous renvoyer le lien du portail web en même temps si jamais vous ne l'avez plus. Mais donc, c'est juste disponible pour les autres porteurs de projets qui sont financés. Ce n'est pas diffusé publiquement. Puis, à la toute fin, on va avoir un petit sondage d'appréciation très court qu'on vous demanderait de remplir. Ça va nous aider à aligner le restant aussi des webinaires, de la programmation. Puis, on va également vous fournir une fiche synthèse avec les points principaux de ce qu'on va discuter aujourd'hui, en plus de l'enregistrement. Donc, pour le reste de la présentation, je vous laisse avec ma collègue Manon Couture, puis je vais la laisser se présenter. Bonjour, alors vous m'entendez bien? Donc, je me présente, Manon Couture, je suis conseillère mobilisation collective et innovation sociale au FAQDD. Donc, pour me représenter rapidement, moi, ça fait 14 ans que j'œuvre dans des organismes à but non lucratif dans toutes sortes de fonctions. D'abord en tant que chargée de projet, puis ensuite en tant que coordinatrice, directrice d'un autre organisme, toujours dans le domaine un peu de l'environnement. Puis, j'ai eu toutes sortes de réflexions à travers ma carrière en OBNL, des réflexions sur l'autofinancement, entre autres avec mes conseils d'administration. Puis aussi, je cumule quand même de l'expérience pour compléter des demandes de subventions. Ça, j'en ai vu aussi énormément. Je sais que c'est vraiment le quotidien de beaucoup d'organismes. Donc, on sait que vous êtes plusieurs organismes à différents stades de maturité. Donc, c'est le but de la rencontre. Moi, ce que j'aimerais que vous partiez après avec la rencontre, c'est de voir si vous avez des pistes ou des outils à explorer pour votre projet ou pour votre organisation. Donc, c'est sûr que je ne m'attends pas à révolutionner le monde des OBNL, mais c'est vraiment pour qu'on ait vraiment des pistes là, de poursuite des projets dans le temps aussi, vu qu'on veut pérenniser votre projet puis ses retombées. Donc, lorsque vous aurez des questions, si vous avez une mise en contexte à faire, c'est peut-être pas le meilleur cadre aujourd'hui pour répondre à votre question. Donc, ce serait idéal de garder votre question de façon un peu plus générale. Puis, autrement, ce sera de s'adresser à votre conseillère là, si c'est vraiment quelque chose de spécifique à un projet particulier ou à une notion particulière. Donc, on va essayer de rester général dans nos questions. Donc, aujourd'hui, on parle bien sûr de pérenniser votre projet et ses retombées. Je vais vous donner aussi des pistes de financement. J'imagine que vous en connaissez plusieurs. Puis, je vais vous présenter aussi un exemple inspirant. J'en ai aussi à travers la présentation qui pourront vous donner des idées un peu de comment cheminer dans le temps avec votre projet et votre organisme. Donc, au-delà du lancement de votre projet, comment on peut planifier la durabilité? Donc, c'est sûr que on veut aller aujourd'hui dans cette partie de la présentation au-delà de la barrière des ressources.
ressources humaines, ressources de financement. Donc, c'est vraiment de dire, de se trouver des voies qui vont nous permettre de réaliser la mission de notre projet, tout en ne regardant pas juste la barrière du financement, puis en étant vraiment à l'affût des opportunités pour que notre projet soit repris peut-être au niveau social par d'autres organisations ou qu'on soit capable vraiment de faire un maillage pour que notre projet ait des belles retombées, puis aussi des retombées qui sont plus communautaires aussi. Donc, vous allez voir où je veux vous amener avec les prochaines slides. Donc, le but ultime de la pérennisation, de l'aspect de pérenniser, c'est vraiment une utilisation continue des résultats après la fin du projet ou une poursuite des impacts dans le temps. Donc, bien sûr, on veut un projet qui s'inscrit dans le développement durable, mais il y a aussi un aspect de temporalité. Donc, quand on parle de pérennisation, on n'entend pas toujours beaucoup parler, dépendamment des domaines. On parle beaucoup de pérennisation dans les organismes de développement international. Donc, c'est souvent des organismes qui vont bénéficier d'un financement, vont avoir à intégrer des choses à l'international et le financement finit. Donc, il y a vraiment un aspect de comment notre projet est intégré dans la communauté pour ensuite qu'il perdure. Puis, donc, c'est vraiment beaucoup dans les organismes de développement international qu'on retrouve ce genre de choses. Puis aussi dans le domaine de la santé, où souvent on implante des procédures ou des nouvelles façons de faire. Puis, c'est quand même des hyperstructures qui doivent reprendre ces procédures-là puis les mettre en place. Donc, on est vraiment dans un contexte de financement fini, unique, de mise en place de nouvelles façons de faire. Donc, c'est un peu la philosophie de la pérennisation. Mais avant d'aller plus loin, il faut vraiment bien se démêler entre résultats et impacts quand on veut les évaluer, puis aussi voir où on s'en va. Donc, je vais vous donner un exemple très, très théorique pour vous expliquer un peu les différentes étapes là, à planifier d'un projet. Donc, on est devant une problématique dans un quartier où on a un manque de place en garderie. Donc, la seule garderie en place, c'est une garderie unifamiliale, donc qui comporte 6 places, avec 4 seulement disponibles, puisque le parent a déjà ses 2 enfants en place. Donc, les ressources qui vont être à investir, bon, on peut penser à un conseil de quartier qui se dit, bien là, nous, ça n'a pas de bon sens, on veut plus de place en garderie dans notre quartier. Donc, c'est quoi qu'il faut investir? C'est qui qu'il faut aller chercher? Donc, il y a quand même des ressources qui sont investies pour faire avancer le projet, pour dire, nous, on veut plus de place en garderie dans notre secteur. Donc, je vais vous épargner toute la concertation qu'il y a à faire autour de ce genre d'enjeu-là. Mais bon, on peut dire que c'est couronné de succès et les activités qui vont découler de ça, c'est vraiment des démarches pour démontrer besoin puis de réunir les fonds. Donc, il y a vraiment des activités qui se mettent en place, un plan d'action pour arriver à la réalisation qui est la construction d'un CPE. Donc, un CPE de 44 places. Donc, le résultat, ça va être 50 places dans notre quartier. Donc, les 6 places qui étaient déjà là, le 44 places qui s'ajoutent, ça, c'est le résultat tout de suite, immédiat après le projet. Par contre, je ne sais pas s'il y en a qui, dans le clavardage, veulent s'essayer, mais ce serait quoi les impacts ensuite de ces nouvelles places dans le quartier? On peut vous donner la parole aussi si vous préférez le dire de vive voix. Je pense qu'on est gêné. François Labbé, Laruche-Vanier, je dirais qu'il y a probablement des parents, surtout des mères, qui vont pouvoir être disponibles pour tourner sur le marché du travail, donc améliorer les revenus du ménage. Peut-être aussi
si les places de garderie sont plus proches de la maison, donc moins de déplacements automobiles, donc un impact environnemental. Puis on peut penser aussi qu'il y a des enfants, des familles qui vont briser un certain isolement en étant justement dans un CPE où il y a plus de possibilités d'interaction sociale avec d'autres enfants, d'autres familles. Donc, c'est ce qui me viendrait là, à l'esprit. Puis bon, peut-être des travailleurs, des travailleuses qui localement pourraient consommer localement, donc avoir un petit effet sur l'économie et le dynamisme local. Oui, Héloïse, merci aussi. Nous a écrit aussi un milieu propice à la socialisation des enfants. Donc, ça suscite aussi le fait de dire, ben, peut-être que notre quartier est plus attractif aussi pour les jeunes familles. Donc, ça fait un renouvellement aussi de la population, une meilleure mixité là, des gens en place. Donc, aussi, au niveau quantitatif, ben, on a 44 places de plus. Donc, ce n'est pas à négliger non plus. Puis, la partie économique aussi avec les travailleurs, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, c'est un peu une façon pour vous introduire un peu c'est quoi de calculer nos impacts, puis de se dire, ben OK, là, s'il y a moins de déplacements, est-ce qu'on savait au temps zéro, c'est quoi, qu'est-ce que les parents devaient faire avant? Donc, souvent, on le fait un petit peu quand on démarche pour notre projet. Donc, c'est vraiment de dire, ben au temps zéro aussi, il faut que j'ai une idée de ce qui se passe pour ensuite être capable de le mesurer puis de voir comment notre projet est bien implanté dans la problématique puis aussi dans les besoins. Bon. Donc, ici, c'est un schéma, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vraiment bien vous montrer que les cycles de projet, là, ici, c'est dans le cadre d'une innovation sociale, mais un cycle de projet, c'est un projet qui évolue, donc qui émerge, qui ensuite, on va faire des expérimentations et on va voir après, est-ce qu'on peut le pérenniser? Est-ce qu'on peut le changer d'échelle? Est-ce qu'on peut le déployer? Puis même, des fois, on peut même se dire, ben, est-ce qu'on peut l'institutionnaliser? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des structures qui pourraient intégrer certaines choses du projet? Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps un projet en entier. Un projet peut se décortiquer dans le temps aussi. On essaie des choses dans l'expérimentation. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Puis on s'ajuste toujours de cette manière-là à dire, bon, ben, qu'est-ce qui mérite d'être changé d'échelle? Qu'est-ce qui a été couronné de succès ou pas? Donc, c'est vraiment de dire, bon, mon projet évolue, mon projet peut se terminer à plusieurs étapes ou peut évoluer. Donc, sans que ça soit négatif. Désolée, on a une petite gestion de son parce qu'on est dans la même salle quand je veux parler. Pour juste la question de est-ce que vous allez avoir le schéma à la fin, vous n'aurez pas le PowerPoint comme tel, mais il y a l'enregistrement, fait que vous pourrez faire pause comme vous voulez dans le fond. Mais puis ce schéma-là en particulier provenait du TIES, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Il se retrouve aussi sur leur site. Puis on va essayer de vous mettre des liens de toute façon vers des ressources utiles sur le portail web qui sont en lien avec la présentation. Donc, on va essayer de voir pour remettre ce schéma-là aussi. Donc, c'était vraiment juste une introduction. Puis, je suis consciente aujourd'hui qu'on introduit beaucoup de choses, puis qu'on ne peut peut-être pas aller en profondeur. Mais, tu sais, si après, vous avez des sujets que vous voulez creuser, on pourra certainement, avec Marie-Hélène, regarder ce qu'on peut faire là, pour vos projets ou comment les adapter. Donc, les facteurs de pérennité, la pérennisation, quand on regarde dans un projet, ce n'est pas juste de dire dans le temps, mais aussi de dire comment on évalue le comment on le fait. Donc, c'est vraiment de dire, dans notre projet, c'est quoi la mémoire organisationnelle? Donc, qu'est-ce qu'on a testé? Qu'est-ce que ça a donné? Puis après, se dire, bien, si un jour on a à transférer notre projet, il ne faudrait pas que les gens veulent réinventer la roue. Il faut vraiment se dire, bien, comment on reste documenté par rapport à l'évolution du projet, mais aussi par rapport à toutes sortes de choses qui vont servir comme des petites procédures, des rappels, des étapes dans le projet à faire. Donc, c'est vraiment de se documenter le plus possible pour être en mesure de dire, bon, ben, on a fait ça comme ça. Si on le fait différemment, est-ce qu'on peut? Ça nous permet vraiment de toujours se réajuster puis toujours être bien ajusté avec ce qui se passe sur le terrain, en quelque sorte.
Ensuite, est-ce que c'est quoi les valeurs aussi qu'on s'établit? Ça, c'est lié à la mission. Puis c'est quoi les codes qu'on s'est dit? Parce que souvent, on est dans un projet qui rejoint la communauté. Donc, qu'est-ce qui nous porte avec notre projet? Donc, tu sais, il faut avoir cette réflexion de fond-là, un petit peu de dire c'est quoi nos valeurs un peu derrière le projet? Parce que c'est ça l'effet conducteur d'un projet. C'est ça qui se dit, bon, ben, nous, c'est. Là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais tu sais, de bien se dire qu'est-ce qui va porter nos partenariats aussi? Comment on va aller chercher nos partenaires, puis qu'est-ce qui nous porte ensemble à réaliser, à travailler ensemble? Aussi, ben, comme je disais, c'est de bien se documenter, donc la mémoire organisationnelle, mais aussi faire des suivis de modifications, donc vraiment bien voir si on est toujours aligné avec notre projet. La capacité d'adaptation aussi, c'est de rester agile. Donc, plus on s'évalue, plus on suit notre comment, plus on suit aussi le résultat, les résultats qu'on a le plus près possible, bien, on est capable de s'adapter en fonction de sortes de changements de situation qui peuvent arriver. Donc, c'est plus facile de changer notre projet que de changer le milieu autour de nous. Donc, il faut vraiment être bien connecté toujours. Donc, c'est toujours être en mesure de dire, ben, comment évaluer mes impacts? C'est un petit peu pour ça que je vous ai parlé des résultats, réalisations et impacts. Donc, c'est toujours de dire, bon, ben, il faut vraiment faire des suivis relativement serrés dans un projet. Les réseaux de partenaires aussi, c'est quelque chose qui n'est jamais fixe dans le temps. Ton partenaire initial peut finalement avoir moins d'intérêt au final, mais maintenir la relation, c'est très important. Puis de voir, est-ce que peut-être il peut s'insérer plus tard dans la démarche? Est-ce que mes partenaires se l'approprient, le projet? Si on a un partenaire qui est particulièrement clé dans la réalisation, la mise en œuvre, comment je fais pour qu'il se l'approprie ou qu'il continue dans le temps? Puis la clé, on ne se le mentira pas, c'est la communication. Communication, communication, communication. Donc, c'est sûr que quand on est dans des partenariats, puis je fais un lien ici avec des impacts collectifs, c'est vraiment d'avoir le plus possible une approche qui va être collaborative. Donc, idéalement, même avant qu'on ait déposé le projet, on a une réflexion dès le départ avec nos partenaires, sous forme de comité ou non. On a besoin d'abord de transparence. Aussi, plus vous allez porter la décision puis les évaluations au niveau collectif, donc avec votre comité ou vos partenaires, plus il y aura une appropriation aussi. Ensuite, bien, on peut être toujours aussi ouvert à des nouveaux partenariats. Un organisme qu'on n'avait pas pensé au départ, qui finalement serait vraiment clé dans la mise en œuvre. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on l'intègre. Donc, il faut vraiment être évolutif, agile aussi par rapport aux nouveaux partenariats possibles. Donc, c'est sûr aussi que le fait d'avoir des partenaires, d'avoir une approche collaborative, bien, ça va créer des opportunités pour nous et pour les autres. Donc, dans toutes sortes de projets futurs. Donc, c'est vraiment un beau réseautage aussi à faire. Donc, les partenaires, c'est vraiment le premier échelon vers une étape d'évolution de projet. Dans notre évolution de projet, ce sont vraiment des partenaires clés, surtout au niveau social, mais dans toutes sortes de situations aussi. Donc, je sais que je parle de façon générale parce que c'est comme difficile de se fixer vraiment dans un domaine particulier. Mais aussi, le fait d'avoir une approche collaborative, bien, ça nous permet d'avoir un recul face à notre projet. Donc, des fois, on est dans la mise en œuvre, dans le jour après jour, les tâches qu'on doit faire, puis on manque de ce recul-là. Mais en ayant à faire une évaluation, en ayant à se rapporter à notre comité ou à nos partenaires, bien, ça nous permet de s'évaluer nous aussi dans le comment, puis dans comment on poursuit notre projet. Donc ici, c'est vraiment une introduction à la planification de votre évaluation. Il y a une activité qui est prévue en février là, dans l'accélérateur à ce sujet-là. Par contre, c'est bien de déjà avoir cette réflexion-là de qu'est-ce que j'évalue, comment je vais être capable de m'évaluer et sur quoi. Donc, c'est vraiment, il faut l'avoir, cette réflexion-là. Si vous l'avez avec vos partenaires, c'est encore mieux parce qu'eux aussi vont pouvoir vous nourrir en données, en informations. Donc, il faut formuler les questions à se poser.
comment qu'on fonctionne. Tu sais, souvent, vous avez peut-être un organigramme qui dit, bon, qui fait quoi. Comment au niveau des processus, comment on aborde notre public cible, comment on aborde. Tu sais, c'est des choses qu'il faut vraiment penser. Puis se dire, bon, ben après, ça va être quoi nos résultats? Comment on les calcule un peu? Donc, d'avoir des indicateurs qui vont nous dire, que ce soit quantitatif ou qualitatif, de dire est-ce qu'on a les bons processus ou il faut qu'on change la donne ou on se réajuste. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion-là au début. Ce que vous pouvez avoir, moi, mon conseil, c'est vraiment de faire une petite analyse des risques. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi mes freins qui pourraient bloquer mon projet ou bloquer une avancée de mon projet? C'est donc vraiment d'être proactif dans cette réflexion-là. Vous pouvez développer aussi des outils de collecte. Je sais que des fois, on est dans la mise en œuvre de notre projet, surtout au départ, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, des fois, on a un peu moins de temps de réflexion. Mais avoir des bons outils de collecte dès le départ donc, nous permet au temps zéro de bien évaluer les impacts du projet et son évolution dans le temps. Donc, ça peut être des sondages, de bien penser à nos questions pour être sûr de se dire, bon, ben, dans 2 ans, ma question, elle sera toujours pertinente. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, ben, c'est de saisir puis d'analyser les résultats. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir. Puis des fois, en préparant un comité ou une réunion, des fois, ça nous permet aussi de le faire. Donc, ça nous garde vraiment à jour dans notre évolution, puis aussi comment la partager aux autres. Donc, on communique et on ajuste aux besoins. Mon conseil, c'est que si vous avez beaucoup de partenaires, ça peut être assez simple de faire un tableau de bord, de se dire, bon, ben, on a identifié que c'était 3 grandes mesures à prendre à travers le projet. Avec un Excel, c'est quantitatif, ça peut se faire rapidement, ou puis on le partage entre nous par courriel. Donc, ça aide aussi à la communication. L'évaluation aussi du projet, tu sais, souvent on parle d'un projet comme quelque chose en tout, mais on peut aussi l'évaluer ses parties. Donc, il peut y avoir différents segments de notre projet, puis dire, bon, ben, on peut l'évaluer aussi en partie. Est-ce que l'implantation de telle chose, ça vaut la peine de l'adapter, ça vaut la peine d'innover davantage là-dessus, ou ça va bien, on continue comme ça. Donc, on peut aussi le décortiquer en partie. Un projet aussi, dans l'évolution, ben, on peut le céder aussi à un autre organisme ou céder des parties du projet à un autre organisme. Est-ce que cet organisme-là a une mission qui remplirait mieux cette partie de projet-là? Est-ce que on ne sait pas si on veut continuer d'opérer à la même échelle à la fin du projet? Donc, il faut vraiment avoir une idée de la finalité puis de où on s'en va pour se dire, bon, ben, on veut chercher à réaliser certaines améliorations, donc on va consolider cette autre partie de projet-là. Ou on veut le disséminer, c'est-à-dire de dire, ah, ça va bien, comment qu'on fait pour le répandre? Donc, aller chercher plus de public cible, aller dans d'autres parties de la ville, tu sais, tout est possible. Je comprends que c'est un peu théorique là, parce que je n'ai pas d'exemple clair, mais donc, ça peut se disséminer aussi. Ou on peut le transférer ou l'institutionnaliser. Je ne sais pas, moi, vous avez un programme éducatif, puis tout à coup, bon, l'école locale a de l'intérêt avec leur nouveau programme Vie et citoyenneté. Et citoyenneté. Donc, pourquoi pas faire des fiches, puis c'est intégré à travers l'école, puis il y a des professeurs qui sont en mesure de reprendre ce projet-là. Au final, ça remplit votre mission, ça vous décharge d'une partie du projet, puis le projet continue sa vie. Donc, ça peut être ça aussi là, qui peut arriver. Donc, les facteurs de succès, je vais aller rapidement. C'est vraiment l'agilité, hein, l'ajustement aux besoins et les contextes. Une gestion professionnelle dans le sens avoir un leadership clair, des structures qu'on respecte, vraiment se tenir à ce qu'on a prévu puis aux décisions qui sont prises par les comités en particulier. Ensuite, il y a aussi du réseautage, du pilotage. Donc, c'est vraiment de dire, bon, on est toujours en communication, on est toujours reliés entre nous. Puis, ça prend quand même un rythme relativement serré dans le sens pour ne pas perdre des partenaires. Il ne faut pas que ça s'étire dans le temps. Hein, c'est vraiment dans le moment. Fait qu'il faut vraiment garder les communications serrées aussi à ce niveau-là. Bien sûr, plus on implique notre public cible, plus qu'on a de portée.
Puis, l'agilité, on en a déjà discuté. Donc, on arrive à la partie financement. Donc, c'est sûr que je vais effleurer un peu toutes les solutions. C'est vraiment les ressources qui vont nous permettre de mettre en place. Je l'ai vu un petit peu de se dire, bon, est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent à la fois nous aider à remplir notre mission, donc qui financent notre organisme, ou encore qui financent notre projet. Donc, il y a des fois des choses qui vont s'adapter au projet ou à notre mission, à notre organisme. À vous de voir là, ce qui s'adapte le mieux en fonction de votre projet. Donc, bien sûr, au bout de notre projet, on a obtenu une subvention. Qu'est-ce qui va arriver avec notre financement? Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà bien sûr penser. Mais attention, les démarches que je vais vous présenter, ils demandent tous la réflexion, ils demandent tous des ressources, ils demandent tous du temps, de la planification, de l'évaluation et bien sûr une dose d'audace. Parce qu'en aucun temps, on peut avoir des certitudes à 100% sur le succès d'une nouvelle source de financement ou de nos recherches dans ce sens-là. Donc, prochaine section, c'est vraiment la section où on va regarder un peu les ressources qui peuvent qui peuvent nous aider à notre mission. Donc, c'est des voies, c'est des outils, c'est des pistes, hein, peut-être pour vous. Peut-être que ça ne s'applique pas aussi, ou peut-être que ça s'applique à votre projet. Donc, les biens et services en nature, je les mets en premier parce que c'est vraiment une ressource très importante dans les organismes à but non lucratif. Là. Le bénévolat, ce que les comptables aiment moins, l'intangible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bénévole a ses raisons individuelles. Il n'y a jamais de mauvaise raison de faire du bénévolat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour maintenir nos bénévoles en place, c'est qu'il faut que ces raisons-là soient rencontrées. Puis ça, c'est un suivi aussi de nos bénévoles. Donc, c'est quand même quelque chose d'exigeant de gérer des bénévoles. Je pense que vous en savez quelque chose. Mais il faut aussi les mettre en valeur et tout. Donc, c'est vraiment une façon... Moi, j'avais une façon un peu comme des ressources humaines. J'avais une fiche par bénévole. J'avais des interrogations que je leur avais vraiment transmises au départ. Pourquoi tu veux faire ça? Puis ça pouvait être informel ou formel, c'était pas important, mais de pouvoir toujours les garder motivés. C'était important. Puis aussi, souvent, avec le cercle de bénévoles qui se formait, ça faisait un réseau presque d'amis qui continuaient à travailler sur les projets. Donc, c'est important d'avoir ces raisons-là qui sont portées à long terme là, pour garder la motivation de nos bénévoles. Donc, ça peut être un exemple comme la cyclerie à Trois-Rivières, qui est un organisme qui promouvoit le vélo de façon utilitaire dans la ville, puis qui est un peu complémentaire à tous les aménagements que la ville fait. Ils sont une très petite équipe, 2 à 4, mais ils ont un groupe de 25 bénévoles, puis ils ont vraiment un calendrier d'activités quand même serré, très important. Donc, c'est un petit organisme qui demeure petit, mais qui est en mesure de fournir une brochette d'activités vraiment intéressante pour les citoyens. C'est un exemple comme tant d'autres. Ensuite, on peut regarder aussi nos activités courantes de notre organisation. Souvent, on a des membres. Donc, est-ce qu'on offre la gratuité à nos membres ou est-ce qu'on a différents degrés de membership? Est-ce qu'on a déjà poussé le membership corporatif? Donc, est-ce qu'on peut se dire, bon, est-ce qu'il y a des entreprises qui seraient prêtes à être membres? Puis ça, c'est vraiment directement un financement de notre mission. Donc, est-ce qu'ils adhèrent en tant que membre? Mais c'est sûr que ça demande du temps de démarchage auprès des entreprises une fois si on va dans cette voie-là. Est-ce que je peux offrir des services conseils à faible coût pour mes membres, mais j'augmente mon membership, dépendamment de votre mission? Mais c'est ça ça va vous demander toujours une réflexion de fond, éthique par rapport à votre mission. Qu'est-ce que vous voulez remplir? Est-ce que j'ai des formations antérieures que j'ai données, mais que je pourrais déployer à plus grande échelle puis avoir un petit revenu qui est relié à ça? Meilleur exemple, c'est à Québec. Hein? On peut être membre classique plus ou premier. Le tarif varie, mais on a des services en contrepartie. Écohabitation. C'est un organisme qui a commencé tout petit avec une subvention, puis qui est maintenant reconnu, ces formations sont maintenant reconnues par les professionnels. Au niveau des ordres, ça compte pour des heures de mise à niveau. Donc, c'est vraiment des organismes qui ont évolué puis qui ont tablé sur leurs acquis au fil du temps.
que ça pourrait être des formations que vous donnez à des organismes similaires? À vous de voir à ce moment-là. Aussi, bon, souvent on a la réflexion, est-ce qu'on veut devenir un organisme de bienfaisance? Donc, moi, mon conseil, c'est, avant de s'engager dans cette voie-là, c'est vraiment de savoir si on a une comptabilité réactive. Il y a des reçus qui doivent être fournis aux donateurs. Est-ce que puis, ils ne vont pas attendre 6 mois. Donc, il faut vraiment se dire, bon, est-ce on peut être réactif? Ensuite, est-ce que j'évalue bien l'impact sur mon organisation? Qu'est-ce que ça implique avec mes ressources? Bon, on peut être exempté de la TPS, TVH pour certains biens et services. Moi, je n'ai pas creusé plus loin parce qu'avec mon organisme, on s'était vraiment dit ça ne valait pas la chandelle. Mais ça dépend aussi de vous pour votre réflexion. Mais c'est sûr que si vous voulez des dons, bien, ça implique aussi du démarchage puis de la promotion. Donc, il y a aussi ces ressources-là qu'il faut penser. Il faut aussi, comme c'est devenir un organisme de bienfaisance, il faut quand même, il faut que ça fonctionne avec notre mission aussi. Donc, on a peut-être une réflexion stratégique à avoir. Puis, vous avez des responsabilités, là, en termes de désavantages, ça vous demande plus de responsabilités par rapport à la loi de l'impôt. Donc, les catégories qui peuvent être suivies avec les fins de bienfaisance, c'est le soulagement de la pauvreté, la promotion de l'éducation et la promotion de la religion. Puis il y a d'autres fins aussi qui sont utiles à la communauté qui sont décrites sur le site du gouvernement canadien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même être proche de ces catégories-là. Tu sais, c'est pas genre un élément un objectif dans mes règlements généraux. Il faut vraiment que notre mission tourne autour de ces fins de bienfaisance-là. Ensuite, il y a l'univers de la commandite. Souvent, on y pense quand on fait des événements, mais ça peut être aussi lié à votre visibilité en tant qu'organisme. Vos communications ont une valeur. Ça peut vous générer une base de revenus intéressante. Je m'explique. Vous avez une infolette. Vous avez des événements, des activités qui sont prévues. Vous avez un public cible avec lequel vous interagissez. Mais cette visibilité-là que vous avez peut avoir une valeur pour des commanditaires. Comment ça va se définir? C'est, bon, par exemple, je ne sais pas, vous avez une salle que vous avez des activités qui est rendue disponible pour des ateliers de tricot, puis toutes sortes de choses, mais vous pouvez proposer à un commanditaire de dire, bien, moi, j'ai tant de gens qui fréquentent ma salle annuellement. Est-ce que tu serais prêt à commanditer ma salle? Votre salle est déjà payée, mais ça va vous permettre d'avoir un revenu supplémentaire si vous offrez un affichage dans la salle. Bon, bien sûr, ça va demander une réflexion éthique. Hein? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, puis par quel commanditaire? Donc, ça demande quand même un travail de fond. Aussi, ça peut être des petits contrats qu'on met en place avec les commanditaires. Bon, ben, pendant 1 an, je t'affiche dans ma salle. Ben, combien de temps? Ça peut être un petit contrat tout simple, mais ça demande aussi un suivi de nos commandites. L'exemple de la salle, c'est quand même plus physique, mais ça peut être aussi des mentions dans mon infolettre, un petit logo quelque part ou des choses comme ça. Après, c'est à vous de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Puis tout ça, ça se chiffre. Une interaction directe, si je ne sais pas, vous avez 1000 membres, ça peut se chiffrer. Moi, c'est sûr que mon conseil, c'est qu'une petite heure ou deux avec un expert en philanthropie, ça peut vous aider, là, ou en événementiel, ça peut vous aider là, dans ces questions-là à dire c'est quoi ma valeur. Puis aussi, il faut bien s'aligner aussi sur la valeur que le commanditaire est prêt à payer. Donc, c'est sûr que vous ne pourrez pas avoir le même taux de rendement que le journal Le Soleil. Donc, il faut quand même être capable de graduer en fonction des valeurs de ce qu'il y a sur le marché. Comment on l'établit? Comme je disais, bien, les interactions en personne ont plus de valeur que les interactions virtuelles. Vous avez un site web, un nombre d'abonnés. Donc, ça vaut moins parce que c'est moins direct que des interactions en personne. Donc, c'est sûr, peut-être que vous ne voulez pas ressembler à ça là, aussi. Donc, il faut faire attention aussi aux fameux plans platine, or et bronze qu'on voit beaucoup sur l'Internet. Souvent, avec les commanditaires, on va peut-être en vouloir juste un, mais avec lequel on a une belle relation, plutôt que d'en avoir plusieurs. Là, c'était une ligue de hockey, c'est bien correct dans leurs circonstances, ce n'est pas une critique, mais
Mais ça va vous demander aussi, comme un démarchage, c'est toujours du travail. Hein. Donc, ça va vous demander une ressource qui est bien appuyée, qui a des balises, mais aussi une certaine autonomie de décision pour établir des partenariats. Donc, vous pouvez à l'interne avoir ce fameux plan platine, bronze, or, mais des fois, c'est mieux d'établir un contact personnalisé avec notre commanditaire, puis de voir avec lui les valeurs de nous, qu'on est prêt à vendre en termes de visibilité. Donc, je place vraiment, vraiment rapidement celui-là. C'est Google AdGrants. Ce n'est pas tant une source financière, mais ça peut vraiment nous aider dans nos projets de visibilité. Donc, c'est vraiment un plus. Google AdGrants, c'est vraiment un 10 000 US qui est fourni par Google en placement de mots-clés par mois. Donc, c'est ça qui va vous permettre de mousser la page Internet de votre choix. Donc, il faut quand même être reconnu par Google à ce niveau-là, mais ça va vraiment pouvoir vous permettre une belle visibilité de vos sites Internet si c'est bien planifié. Donc, c'est sûr, mon conseil, c'est d'avoir une ressource qui nous aide à mettre en place les choses puis qui peut nous aider à un certain suivi parce que c'est quand même un domaine qui est quand même ardu, là, les mots-clés. Donc, il faut savoir, si vous avez un bénévole, tant mieux qui peut s'occuper de ça. Mais c'est vraiment, il faut assurer des suivis pour être toujours maximiser ce 10 000 là par mois. C'est quand même intéressant. Donc, pour financer votre projet, c'est sûr qu'il y a les subventions. Je ne m'attarderai pas trop sur la chose. J'imagine que vous êtes quand même bien à l'affût de tout ça. Bon, c'est de rester à l'affût, de rester proche des intervenants, des fois de se créer des alertes sur l'Internet, à savoir quand tel programme va sortir. Puis des fois, aussi au niveau politique, on entend parler des choses, donc il faut vraiment toujours se garder informé, ça c'est certain. Mais ce qui est malheureux, par exemple, pour les subventions, c'est que ça ne subventionne pas nos missions. Hein. Ça subventionne des projets, donc il faut toujours apporter de la nouveauté. Ensuite, il y a les demandes auprès des fondations. Il y a des similitudes avec les demandes de subvention. Souvent, ils vont fonctionner par projet, eux autres également. Mais c'est plus facile par la suite, peut-être, pour un refinancement. Parce qu'une fois qu'ils ont fait le lien avec nous, ils savent qu'on existe, nos missions concordent. Donc, c'est plus facile d'avoir une récurrence. Donc, c'est bien important dans cette démarche-là de savoir les thématiques que les fondations vont faire, leur mission, et d'avoir un projet qui est bien défini au départ. Puis, peut-être plus tard, on sera capable d'avoir une récurrence soit sur ce projet-là ou sur d'autres choses dans notre alignement avec la fondation. Bon, bien sûr, il y a un faible taux d'élus, on parle de moins de 25 puis ça demande des approches personnalisées. Donc, je peux vous donner comme l'exemple le Vallée du Bras-du-Nord puis la Fondation Alcoa, qui, eux, sont en partenariat depuis 2015 pour un volet éducatif qui porte sur l'environnement et l'éco-citoyenneté. Donc, eux, ils ont approché la Fondation, ils ont mis en place des choses. Donc, il y a beaucoup de fondations qui vont vous inviter à les contacter. Vous allez pouvoir discuter de vos missions mutuelles, puis aussi de voir le projet que vous avez en tête, est-ce que ça correspondrait à ce qu'eux veulent faire. Plutôt que la levée de fonds tout court, je vous ai parlé plus de campagnes de sociofinancement parce qu'il y a une certaine popularité qui s'est vécue dans les dernières années. C'est sûr que c'est plus facile en termes de transactions. Les contreparties, il y a des contreparties aussi qu'on peut offrir qui vont permettre un retour aux contributeurs. Ça crée une cohésion aussi entre l'équipe et le conseil d'administration dans le sens que c'est que tout le monde doit vendre la campagne de sociofinancement. Ce n'est pas quelque chose que, vu que c'est sur l'Internet, ça va se faire tout seul. Il faut vraiment travailler. C'est comme ce qu'on appelle le love money, où j'ai appris dernièrement le capital de proximité, mais un peu plus élargi, un peu plus facilité en termes de transactions. Donc, ce n'est pas de l'argent facile. Malgré ce que des fois certaines plateformes vous disent, il va falloir faire du démarchage. Il n'y a rien qui remplace la sollicitation directe d'une levée de fonds, mais ça peut être plus facilitant en termes de transactions. Donc, ça demande des efforts de communication. Ce n'est pas toujours des gros montants, à moins que vous soyez une fondation reconnue. Ça se peut aussi que si vous n'atteignez pas votre objectif fixé, vous n'avez aucun argent. Et les frais sont perçus par transaction sur l'objectif. Donc, c'est bien important de choisir sa plateforme. Donc, vous n'irez pas sur Kickstarter puisque si votre projet n'est pas créatif. Donc, c'est vraiment de bien évaluer aussi, puis les paramètres, souvent, il y a des suivis qui sont faits là, avec les gens qui gèrent ces plateformes-là.
Puis ça demande une bonne réflexion préalable, hein. Qu'est-ce que les gens souhaitent comme contrepartie qu'on pourrait leur offrir ou comment c'est comme une campagne de communication qui rapporte. Moi, je me dis, c'est un peu la façon qu'il faut l'aborder. Donc ici, c'est des petits détails, là. Si les frais sont perçus par pourcentage à même les transactions habituellement. Il y en a quelques exemples ici. Les fonds ou les frais sont perçus seulement si l'objectif est atteint, comme je disais, excusez, je me répète. Et il y en a que c'est vraiment par application. Il y en a même une que j'ai vue qui offrait de faire des reçus automatiques. Donc, tu sais, si on est dans un contexte de dons puis d'organismes de bienfaisance, ça peut être pratique. C'est sûr que souvent, c'est plus élevé au niveau des transactions. Des fois, il y a des parrainages, des services conseils, des formations qui sont offerts. Puis, ce n'est pas toutes qui permettent des contreparties. Il faut vraiment voir à ce moment-là si nous, on est capable d'offrir des contreparties. Donc, on a parlé tout à l'heure au niveau de l'organisme, mais là, ici, au niveau de votre projet, est-ce qu'il y a des parties qui pourraient un jour s'autofinancer? Donc, est-ce qu'au terme de notre 2-3 ans de projet, on a une formation qui s'est établie, on l'a donnée gratuitement, mais pour un moindre coût, on serait capable de l'opérationnaliser puis de dire, bon, ben, on pourrait la donner. Ça peut continuer, ça peut prendre de l'expansion, puis il faut vraiment être à l'affût des opportunités à ce moment-là, de se dire, bon, mais y a-t-il des choses dans mon projet qui peuvent me permettre de financer mon projet à long terme? Donc, c'est d'y penser puis d'y mettre en place. C'est sûr que le désavantage, c'est que si vous arrivez avec un projet qui offrait des activités gratuites, puis tout à coup, ils sont payants, bien, ça se peut qu'on ait une perte d'intérêt du public cible pour le projet, parce que là, il y a un intérêt lucratif, ils ont quelque chose à gagner à ça. Donc, c'est vraiment c'est difficile de bien lui faire passer l'étape de l'autofinancement ou d'aller chercher plus de sous avec ça. C'est vraiment de voir comment le publiciser, comment le communiquer. Ça peut être une forte demande en ressources. Moi, je décide de mettre en place une boutique, mais je vais avoir besoin d'un inventaire. Ça va demander des sous. Est-ce que j'ai un système de facturation puis de suivi de commande? Ça se peut que ça détourne mes ressources humaines. Donc, ma communication, c'est peut-être à ça qu'elle va servir, à promouvoir pour avoir des sous, mais en contrepartie, elle ne fait plus la communication sur ma mission. Donc, c'est vraiment des choses à évaluer. Ça peut être aussi en termes de services, ça peut être des formations en ligne, mais est-ce que j'ai la plateforme qui va répondre à mes besoins pour le faire? Est-ce que j'ai les ressources informatiques pour ça? Donc, aussi, ça demande toujours des efforts de communication dans tous les cas. Donc, je peux vous présenter très, très rapidement l'exemple de la Croix-Rouge. Je n'ai pas abordé la notion de financement là-dedans pour vraiment vous montrer comment un projet peut avoir évolué. Donc, la Croix-Rouge est bien reconnue ici au Québec pour son programme de cours de natation qui vient d'être transmis à un autre organisme. Mais ils ont répondu à une problématique en 1946. Ils avaient constaté 1000 noyades par an au Canada avec une population qui était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Puis, ils avaient répondu à ce besoin-là et ils ont aidé à promouvoir au Canada les cours de natation, puis la nécessité là, pour éviter les noyades. Par contre, au fil du temps, avec la COVID, puis aussi la diminution des noyades au Canada, ils se sont dit, bon, est-ce qu'on est toujours pertinent dans notre rôle en regardant notre mission? C'était d'aider les personnes, les communautés dans le besoin au Canada, mais peut-être qu'il faisait mieux, mettons, en gestion de sinistre, plutôt qu'au niveau des cours de natation. Entre-temps, il y a la Société de sauvetage qui, elle, œuvrait à prévenir la noyade et les incidents liés à l'eau. Fait qu'il y a eu une passation vers la Société de sauvetage parce que la Croix-Rouge a eu vraiment une évolution. Il y a eu une évaluation de son orientation, puis se dire, eux sont peut-être plus pertinents maintenant au Québec. Il y a eu un changement à ce moment-là, puis c'est maintenant la Société de sauvetage depuis 2 ans. Bon, résultat, transfert de 250 partenaires et de moniteurs qui sont formés au programme de la Société. Il y a 250 000 jeunes au Québec par an qui vont être formés. Donc, c'est vers un organisme qui a les mêmes missions, donc réduire les noyades. La Croix-Rouge peut maintenant se concentrer sur d'autres sujets. Donc, en plus, on couvre les immigrants maintenant. On couvre aussi des cours qui sont moins longs,
qui vont permettre aussi, qui sont basés plus sur l'endurance, puis qui permettent d'acquérir plus d'enfants. Donc, plus d'enfants peuvent être formés. Mais par contre, même si on transférait le projet, il y a quand même des enjeux qui restent. Tout n'est pas réglé. Il manque des places et des infrastructures, pas seulement à la Ville de Québec, mais partout. Il y a une pénurie de moniteurs. Puis aussi, la réflexion de fond, puis la pérennisation qu'ils aimeraient en bout de ligne, donc c'est toujours pas réglé, c'est est-ce qu'on peut installer les cours dans le cursus scolaire? Donc, ils ont toujours quand même des enjeux à régler. Donc, un projet n'a pas besoin d'être parfait pour être transféré. Donc, ça, c'est un exemple pour vous montrer un petit peu en rapport avec ce que je vous ai présenté au début. Donc, c'est des liens qui vont apparaître dans la section ressources du portail. Je voulais simplement vous les montrer ici rapidement. Merci beaucoup. Bye bye.